Donc, oui, le sujet de la capsule aujourd'hui, c'est l'espoir dans le rétablissement. Ça va être présenté par moi, Andrew Cully et Camille Dupont. On est des pères aidants avec les services de psychiatrie et de médecine des toxicomanies au CHUM. On n'a aucun conflit d'intérêt. Les objectifs de la capsule de formation vont être de réfléchir sur le concept de l'espoir dans le contexte des troubles concomitants, de bénéficier de points de vue expérientiels diversifiés provenant de pères aidants, c'est-à-dire moi et Camille. On va essayer de sensibiliser à l'impact de l'espoir et d'encourager la réflexion sur sa propre posture professionnelle face à l'espoir. Je vous encourage à sortir vos téléphones intelligents afin de rejoindre notre quiz interactif. Il y avait également le lien dans le chat, je crois. Donc, l'espoir, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est une forme de déni qui ignore les risques? Est-ce que c'est un optimisme? Ah, qu'est-ce qui est? Ah, un optimisme naïf que tout va bien aller? Est-ce que c'est une énergie concrète qui aide à imaginer et à construire un avenir meilleur? Ou est-ce que c'est une récompense réservée à ceux qui la méritent? Donc, ouais, la bonne réponse, ça serait bien C. L'espoir, c'est une force d'action, une manière de rester en mouvement malgré la douleur. C'est croire qu'un autre chemin reste toujours possible, même quand le système ou la société semble dire le contraire. Tout le monde l'a eu, bravo, guys. Deuxième question de ce quiz interactif. Quel est le rôle principal de l'espoir dans le processus de rétablissement? Est-ce qu'il aide à maintenir la motivation et à imaginer des solutions? Est-ce qu'il sert à distraire la personne de sa souffrance? Est-ce qu'il remplace la médication et les interventions cliniques? Et est-ce qu'il crée des attentes irréalistes? Donc, encore une fois, tout le monde l'a eu. La bonne réponse est A. L'espoir n'est pas une distraction, mais un moteur d'action. Il soutient la motivation, la recherche de sens et la persévérance dans les moments difficiles. Bravo à tous. Je vais maintenant continuer à parler un peu de mon point de vue par rapport à quelle est cette chose. Donc, je vais parler d'espoir, puis je le fais aujourd'hui à partir de mon expérience de père aidant, mais aussi comme collègue parmi vous, témoin du courage qu'on rencontre chaque jour, parce qu'en santé mentale et en dépendance, l'espoir, ce n'est pas un mot symbolique, c'est une nécessité vitale, mais c'est aussi un mot fragile et à force de l'utiliser, on risque d'oublier qu'il demande du courage. L'espoir, ce n'est pas du positivisme, ce n'est pas une promesse que tout va bien aller, c'est quelque chose de beaucoup plus exigeant. C'est la décision de rester éveillé, même quand c'est lourd. Dans nos milieux, à l'hôpital, dans les cliniques, dans la communauté, on a parfois besoin de redonner à l'espoir sa profondeur. Pas un espoir naïf, mais un espoir lucide, celui qui voit clair sans perdre foi en l'humain. Bon, il y a des jours où on soigne, on agit, on répond, sans trop se rendre compte de ce qui nous guide, c'est-à-dire les protocoles, les grilles, les diagnostics, la pression du temps. C'est normal. On fait partie d'un système qui roule vite. Mais dans cette vitesse, on oublie parfois de se demander, est-ce que ce qu'on fait redonne du sens ou est-ce que ça en enlève? Donc, beaucoup des gens qu'on accompagne ne sont pas brisés. Ils réagissent à un monde qui les épuise,
à une société qui exige calme, rendement, conformité, alors qu'ils sont tout simplement en mode survie. Quand on réduit leur souffrance à un déséquilibre chimique, on perd de vue la signification de ce qu'ils vivent. Et l'espoir, c'est continuer à voir au-delà du symptôme. On dit souvent le soin, c'est la bienveillance. Et c'est vrai. Mais c'est aussi du pouvoir. C'est le pouvoir de nommer, le pouvoir de décider qui est prêt, qui suit ou non le plan de traitement, qui mérite d'être entendu maintenant ou plus tard. Quand on prend conscience de ce pouvoir, on peut le transformer en alliance. Pas une alliance hiérarchique, une alliance humaine. C'est là que le rôle du père aidant prend tout son sens, pas comme symbole ou témoin du passé, mais comme présence consciente à l'intérieur du système. Quelqu'un qui rappelle tranquillement que le soin, c'est d'abord une relation. L'espoir naît quand le savoir laisse place à la rencontre, quand on ose dire « je ne sais pas exactement, mais je suis là, avec toi ». On vit dans une époque saturée d'informations. Tout le monde parle de santé mentale, mais souvent à travers des récits individuels où les causes collectives disparaissent. Et plus le brouillard médiatique s'épaissit, plus on perd le fil du réel. On ne sait plus très bien ce qui relève de la souffrance humaine et ce qui relève d'un modèle de gestion ou d'un marché. C'est facile de se décourager. Mais justement, c'est là que l'espoir lucide devient essentiel. Refuser de se laisser hypnotiser par le bruit et choisir de continuer à écouter ce qui compte, la voix humaine au milieu du vacarme. L'espoir, ce n'est pas une émotion stable, c'est une pratique, une discipline. Parfois, c'est même un acte de résistance. Quand une personne revient malgré les rechutes, quand un collègue prend le temps d'écouter avant d'intervenir, quand une équipe se donne le droit de questionner ses propres angles morts, ce sont tous des gestes d'espoir. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. C'est dans ces moments-là qu'on restaure la dignité, celle des autres et la nôtre aussi. L'espoir, c'est la petite flamme qui nous fait dire ce qu'on fait n'est pas parfait, mais ça vaut encore la peine d'y croire. J'ai longtemps cru que l'espoir venait du savoir, qu'il fallait comprendre avant d'espérer. Mais plus je travaille dans ce milieu, plus je réalise que c'est l'inverse. C'est l'humilité qui ouvre la porte à l'espoir. Admettre qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on se trompe, parfois même en voulant bien faire, ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de clarté. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la maîtrise, on est dans la présence. Et la présence, c'est ce que les gens sentent. C'est ce qui guérit. Oui, nos systèmes sont complexes, nos ressources limitées, nos rôles parfois flous, mais malgré tout, il reste une force tranquille, celle de la conscience collective, du courage doux et de la foi dans l'humain. L'espoir lucide, c'est celui qui regarde la souffrance sans détourner le regard, mais qui continue à tendre la main. C'est celui qui reconnaît la lourdeur du réel et choisit quand même d'y allumer une lumière. L'espoir, ce n'est pas d'attendre que le jour se lève, c'est d'apprendre à voir dans le noir. Puis, sur une note plus personnelle, j'imagine, pour moi, l'espoir, il y a 11 ans, a pris la forme du mouvement Straight Edge.
c'était une philosophie d'abstinence complète née du mouvement punk à la fin des années 70 et 80. Je me suis tatoué les jointures, écrit drug free, puis j'ai pas consommé depuis. Pour moi, ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas obligé de mettre des choses dans mon corps pour être accepté socialement. Ça m'a permis de ne plus jamais laisser d'autres personnes profiter de ma souffrance. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'un esprit sobre est une arme incroyable. Puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici parmi vous. Donc, l'espoir est propre à chacun. Ça ne ressemble pas à la même chose pour une personne puis pour l'autre. Ça peut même faire peur, être intimidant, être incompréhensible. Mais chaque personne a le droit de vivre leur espoir comme bon leur semble. Donc, that's it for me. Merci beaucoup. Je vais vous passer Camille. Donc, bonjour, moi c'est Camille, je suis parent aidante. On m'a demandé c'était quoi pour moi l'espoir. Donc, pour moi, l'espoir, c'est une attitude. C'est ce qui nous permet d'améliorer notre qualité de vie et la satisfaction qui en découle. Selon moi, il influence notre santé, notre bien-être en général et la façon dont on relève les défis qui se présentent à nous quotidiennement. C'est cette conviction profonde que le changement est possible. C'est garder la certitude qu'on a en soi la capacité de s'engager dans son propre rétablissement. L'espoir, c'est le catalyseur du rétablissement. Mais attention, ce n'est pas de l'optimisme naïf du genre « tout ira bien, peu importe ce que je fais ». Je crois que nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer notre situation. Pour moi, l'espoir, ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est le fil conducteur même du rétablissement. Dans une perspective plus personnelle, ayant moi-même un parcours de rétablissement, je peux dire que l'espoir est venu de plusieurs sources. Voir des modèles positifs, des personnes ayant vécu des situations similaires à la mienne et qui s'en étaient sorties m'ont montré que c'était possible. Le fait d'avoir un enfant a aussi été une source d'espoir immense. Cela m'a donné une raison profonde de me mettre en action, de faire des choix positifs. Et chaque petite victoire renforçait ma confiance en l'avenir. Enfin, le soutien de mes proches et de mes pairs, ceux qui ont cru en moi, m'a permis de croire moi aussi en ma capacité de me rétablir. Aujourd'hui, en tant que parent aidante, je considère que ma mission est justement de susciter l'espoir chez les autres, de mettre mon savoir expérientiel au service de mes pairs. Parce que l'espoir, ce n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est un puissant levier qui nous pousse à avancer même dans la difficulté. On dit que c'est l'un des piliers du rétablissement et c'est vrai. L'espoir peut renaître grâce à une rencontre significative avec un professionnel bienveillant, un proche ou un parent aidant. Parfois, le rétablissement commence à l'instant précis où quelqu'un croit en nous alors que nous-mêmes avions cessé d'y croire. Travaillant avec l'espoir comme moteur, je vous propose quelques pistes pour le cultiver. Utiliser un langage d'espoir, parler non seulement des symptômes, mais aussi des forces, mettre en avant les réussites, même les plus petites. Valoriser l'autodétermination, laisser la personne choisir ses propres objectifs. Faire appel aux parents aidants qui incarnent la preuve vivante qu'un autre futur est possible. Créer un environnement soutenant et sans jugement. Bien sûr, il faut rester avisé. Cultiver un espoir réaliste et flexible. C'est croire à une amélioration possible tout en reconnaissant que chaque chemin est unique, parfois long, parfois sinueux. En conclusion, l'espoir est une nécessité du rétablissement. Sans espoir, la souffrance isole. Mais avec l'espoir, la vie reprend toute sa valeur. Finalement, l'espoir, c'est cette conviction intime que je ne suis pas réduit à mes diagnostics ni à ma dépendance et que ma vie peut redevenir pleine de possibilités.
Donc voilà, c'était ma vision de l'espoir. Merci de votre attention. Et s'il y a des questions ou commentaires, gênez-vous pas. Je repasse la parole à Tim. Donc, oui, le sujet de la capsule aujourd'hui, c'est l'espoir dans le rétablissement. Ça va être présenté par moi, Andrew Cully.